Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à TypeFlow. Alors dans ce tutoriel, on va voir comment réaliser cet effet. Alors dans l'ensemble, l'effet est plutôt simple à réaliser. Vous allez voir qu'il y aura quand même quelques astuces et notions intéressantes à découvrir. Alors pour ce qui est de ma scène, je suis en 30 fps et pour les unités, je suis en centimètres. Voilà, une unité égale 1 cm. Alors je vais commencer par créer un torus. Alors je vais le centrer. Je vais lui donner pour dimension 110 en radius 1 et 45 en radius 2. Je me mets en vue de front et je viens le tourner à 90 degrés. Donc je vais afficher les calques. Alors dans un nouveau TypeFlow, je crée 300 particules à la frame 0. J'affiche dès maintenant la géométrie. J'ajoute ensuite un Position Object Operator. Je viens sélectionner le torus et je vais sélectionner ici le volume afin de remplir le torus. Donc je crée une box dans ma scène. Alors je la centre de 25 par 25 par 25. Et directement, je lui ajoute 40 segments sur tous ces axes. Donc je retourne dans mon TypeFlow et j'ajoute un Shape Operator. Et je vais venir aller sélectionner cette box. Alors je peux déjà cacher mon torus. J'ajoute ensuite un opérateur de rotation que je laisse par défaut donc en random 3D. Alors ce que j'aimerais, c'est que certaines particules soient vraiment plus petites que les autres. Donc je passe par un Scale Operator. Je vais mettre par exemple 18. Et ensuite dans les filtres, je viens rajouter un filtre en Random Value. Et je vais mettre par exemple 30%. Voilà. Donc là on a 30% des particules qui sont extrêmement petites. Voilà, donc je peux ensuite réajuster 25 ou 30% par exemple. Donc là, si je trouve que les particules sont trop grosses, je peux soit rajouter un scale par exemple, soit passer par un limiteur. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ici, je vais par exemple limiter le scale à 75. Ensuite, j'aimerais que ces particules interagissent les unes avec les autres, donc je vais passer par un Physics Shape. Et je vais directement, ici, venir désactiver la gravité et le collider des options physics du TypeFlow. Donc ce TypeFlow, je vais l'appeler TypeFlow Fill Torus. Donc en fait, c'est simplement le TypeFlow qui va me permettre de créer toutes les particules à l'intérieur du torus. On peut maintenant désactiver le display et créer notre second TypeFlow, que je vais appeler TypeFlow Animation. Donc dans ce TypeFlow, je vais venir loader les particules du premier TypeFlow avec un Burst Flow. Donc là, je sélectionne le TypeFlow Fill Torus et je prends garde à décocher la vélocité et le spin. Et donc là, on a un flow statique. Et donc pour l'instant, on va mettre en pause les deux TypeFlow et on va se concentrer donc sur l'animation de la box, puisque on va tout simplement en fait récupérer une animation qu'on aura faite directement sur notre box pour l'intégrer dans notre système de particules. Donc pour transformer notre box en sphère, on va tout simplement passer par un Spherify, d'accord? Donc on va l'animer. Donc par exemple de la frame 0 à la frame 7, donc je passe en AutoKey et je viens transformer la box en sphère avec le Spherify. Donc on voit que la box perd un peu de volume, donc on va tout simplement rajouter un FFD. Et ce FFD, alors pareil, je reste en AutoKey, donc je vais tout simplement venir gonfler la box pour éviter qu'elle perde en volume. Et on va retourner dans le TypeFlow. Donc on les rallume, on n'était pas obligé de les éteindre, mais c'était simplement pour voir un peu plus clair dans le viewport.
Donc je sais déjà que je vais faire une boucle avec mes animations, donc je ne vais pas pouvoir la faire à partir de l'event dans lequel il y a le burst. Je vais être obligé de les send out dans un nouvel event. Et donc là, ce que je veux, c'est passer d'une forme à l'autre, donc de cette forme-là à celle-ci, en fonction d'une texture. Donc la texture ici, ça va être tout simplement un gradient. Donc j'isole mon torus, et je vais venir donc lui affecter ici un matériel standard. C'est juste pour le voir en fait dans le viewport. Et donc dans sa diffuse, je lui applique un gradient. Alors un gradient ramp en l'occurrence. Et donc j'applique le matériel sur le torus. Donc je prends la valeur du milieu, je la passe en blanc, je la décale à droite, et je passe l'interpolation en solide. Ensuite sur le torus, je peux venir appliquer un UVW map en sphérical. Et donc je vais venir réajuster ici mes couleurs. Voilà. Voilà, donc là j'ai plus qu'à animer le gizmo du modifieur. Donc je vais mettre à la frame 30. J'active l'autokey. Et j'effectue une rotation à 180 degrés. Voilà. Je peux venir ensuite dans le Curve Editor, chercher l'animation du modifieur. Donc c'est la rotation en Z. Je sélectionne mes clés, je les passe en linéaire, et je viens appliquer un mode de répétition en relative repeat. Voilà. Donc là, le modifieur va tourner à l'infini. Il a fait 180 degrés en 30 frames, donc là, ça lui prendra 60 frames pour faire un tour complet. Voilà, donc je sors du mode isolation, je retourne dans mon TyFlow, et je vais pouvoir commencer à construire la boucle. Donc ici, avec un surface test, je sélectionne le torus, et je passe en mode texture. Je lui demande d'utiliser la diffuse, et j'aimerais que les particules qui se trouvent sur du blanc soient envoyées dans l'event suivant. Donc ici, je passe en RGB greater than 128. 128, en fait, c'est le gris moyen, si vous voulez. Donc si ça dépasse le gris moyen, donc si c'est sur du blanc, les particules sont donc send out dans l'event 3, ici. Donc je vais directement renommer cet event en cube to sphere. Et donc pour passer justement de cube à sphère, on va utiliser le shape operator, dans lequel on vient donc récupérer notre box. Et on pense bien à cocher ici l'option Center Pivot. Alors, je ne l'avais pas fait ici dans le premier TyFlow, donc on peut revenir dans le TyFlow Fill Torus et venir dans le Shape Operator cocher l'option Center Pivot. Voilà, donc je retourne dans mon TyFlow Animation. Et donc dans le Shape Operator, j'ai une partie ici qui me permet d'animer. Et donc on va venir activer cette option. On sait que l'animation dure 7 frames, d'accord? Et donc on peut venir ici définir la durée de l'animation sur 7 frames. Je décoche ici l'option Loop, j'en aurai pas besoin. Donc je peux cacher ici le torus, et on constate effectivement que l'animation fonctionne parfaitement, puisque au passage de la texture, les cubes se transforment en sphères. Donc on a déjà une partie de la boucle. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir faire l'inverse, c'est-à-dire passer de sphère à cube dès lors que l'animation a été complétée. Donc on n'a aucun moyen ici pour l'instant dans le Shape Operator de send out des particules ou d'incrémenter une valeur une fois qu'une boucle a été jouée. Donc on va être obligé de passer par une autre astuce. On va venir ici rajouter un modifieur matériel sur notre box. Et donc là je peux venir animer tout simplement le matériel. Donc je vais le faire passer de 1 à 2, donc à la frame 7 toujours. Et je vais venir ici dans les Curve Editor, passer l'animation en stepped. Donc en fait l'intérêt ici de passer en step, c'est que jusqu'à la frame 6, le Material ID reste sur 1, et puis il passe à 2 juste sur la frame 7. Donc là en fait on va se servir de cette information pour détecter la fin de l'animation dans TyFlow. On sait que passer du matériel 1 à 2 signifie que la particule a atteint la fin de l'animation. Donc ici on a la possibilité de le détecter avec un property test. Et ici, je vais non pas utiliser le Material ID, mais le Material ID de la shape Mesh Face 1. Donc ce mode-là va me permettre de récupérer l'information de Material ID de la face numéro 1 de l'objet
directement sur l'objet référence. Il ne faut pas le confondre avec le mode Material ID qui lui va récupérer l'information du Material ID qui est overridé dans TypeFlow par l'opérateur Material ID, donc il ne faut pas le confondre, c'est deux choses différentes. Donc si le Material ID est égal à 2, le test est valide et donc je peux envoyer mes particules dans un nouvel event. Donc là ce que je peux faire c'est dupliquer la première frame de ma box à la frame 16 par exemple pour retourner sur la forme d'une box et je vais également dupliquer mon opérateur shape sauf qu'ici je vais passer de la frame 7 à la frame 16. Je duplique également mon property test et je change la valeur ici en 1 pour finir la boucle et je peux renvoyer ces particules dans l'event 2 que je vais renommer texture test et je renomme également cet event en sphère to cube. Voilà. Donc, je peux rajouter un point éventuellement pour que ce soit plus lisible. Donc ici je change mes couleurs pour avoir quelque chose de plus marqué. On voit bien que les particules ici en vert se transforment en sphère et une fois qu'elles ont atteint la forme de sphère, elles redeviennent des cubes. Donc c'est ce qu'on voit ici en rouge. Maintenant, si on veut améliorer l'animation, on peut jouer éventuellement avec les scales. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici, j'aimerais que les particules qui se transforment en sphère grossissent et puis ensuite retrouvent leur taille originale. Et donc pour ça, je vais être obligé d'enregistrer la taille originale du scale. Donc je peux passer par un custom properties et ici venir sauvegarder le scale. Donc je peux l'appeler ici original scale. Voilà. Et ici dans l'event cube to sphere, je rajoute un opérateur scale en relative add, par exemple à 110%. Et ce que je veux ensuite, c'est récupérer la taille originale. Donc je peux venir ici dans l'event suivant, ajouter un custom properties en get et venir récupérer donc mon scale avec une interpolation beaucoup plus basse, donc 0,4. Donc je le passe en continu. Et donc je peux venir le dupliquer ici en instance dans l'event texture test. Et donc si les particules sont renvoyées ici avant que le scale original soit atteint, l'animation du scale se poursuit donc ici. Maintenant ce que j'aimerais c'est que les particules interagissent les unes avec les autres. Donc là ici on voit qu'il y a beaucoup de pénétration. Le fait que les particules grossissent devrait faire gonfler l'ensemble et puis il devrait y avoir une animation pour que ce soit un peu plus naturel. Et donc pour ça je peux passer par un physics shape. Alors là on voit que ça explose, c'est normal. Et pour les attacher les unes aux autres on passe par un physics bind. Pour avoir quelque chose d'un peu souple, on passe en spring. Évidemment, j'active les collisions entre les particules qui sont bindées. Je veux quelque chose de vraiment souple, donc je passe ici le spring à 5000. Je pense ici également à désactiver la gravité et le collider dans les options physics de mon nouveau TypeFlow. Donc je viendrai ensuite augmenter la qualité de l'animation, mais pour l'instant, je la garde par défaut. Et donc pour maintenir l'ensemble autour du torus, ce qu'on peut faire, c'est créer un cercle avec le même radius que le torus, donc 110. Je l'aligne sur le torus. Je crée un pass-follow opérator dans lequel j'ajoute le cercle que je viens de créer. Je passe la valeur du follow et du spin à 0 et la valeur d'attraction ici à 0,8. Et je peux dupliquer en instance cet opérateur dans les autres events de la boucle. Donc je réorganise un peu mes opérateurs. J'aime bien que mes tests soient en bas de la pile des opérateurs. Je trouve que c'est plus logique. J'en profite pour renommer le custom properties ici en get original scale. Et donc là on voit que l'animation se tient beaucoup plus autour du torus.
Donc on peut rajouter un slow. Donc on laisse par défaut à 5% et on vient, pareil, le dupliquer en instance dans les deux autres events de la boucle. Je renomme également ce custom prop save original scale. Donc n'hésitez pas aussi de temps en temps à sauvegarder, hein, ça peut servir si jamais vous avez la scène qui plante, surtout que là on va augmenter la qualité de la simulation. On va venir ici dans les paramètres physics et on passe à 12. On peut également modifier le damping dans le physics shape. Ici je le passe à 0,4. Donc le damping, pour rappel, c'est ce qui va déterminer la vitesse à laquelle les particules physiques vont perdre leur vélocité. Donc là ici en l'occurrence la vélocité angulaire. Donc si on veut calmer une simulation, ça peut être utile d'augmenter cette valeur. Et ici je peux réduire la valeur d'angular des velocity limits à 500. Donc je fais ça pour éviter que les particules ne tournent trop sur elles-mêmes. Et je vais supprimer tout simplement les effets de rebond et de friction pour avoir l'interaction la plus douce possible entre les particules. Donc maintenant qu'on a fait l'animation, on peut passer aux matériaux. Donc ici moi je vais utiliser Redshift, mais vous pouvez le faire avec le moteur de rendu que vous souhaitez. Donc moi ce que j'aimerais c'est avoir deux matériaux. Donc le matériel des particules qui sont sous forme de cube et le matériel des particules sous forme de sphère. Et donc passer d'un matériel à l'autre en fonction de la forme des particules. Donc pour ça je peux venir créer déjà trois matériaux. Donc deux matériaux Redshift et un matériel Redshift Blender. Et donc je peux plugger le premier dans le base matériel et le deuxième ici donc dans le layer 1 material color. Et donc ici pour passer d'un matériel à l'autre, on va utiliser tout simplement un gradient ramp qu'on vient mettre ici donc dans le layer 1 blend color. Je passe directement le tiling à 0,99 pour éviter tout simplement les bugs. Je supprime la valeur du milieu et je retourne ici dans mon TyFlow pour ajouter un mesh operator dans tous mes events. Donc je le duplique en instance dans chacun de mes events. Je crée une caméra. Alors je viens changer mon layout sur deux vues. À gauche j'aurai ma caméra et à droite ma perspective. Donc j'ai pas besoin de target ici, je vais simplement déplacer la caméra à la main. J'en profite ici pour changer le ratio en 1 pour 1. Et ici, je passe en 1280 pixels par 1280. Alors, je reprends ici le setup que j'avais fait, mais vous pouvez évidemment choisir la caméra et les lumières que vous souhaitez. Et donc, je vais créer ici deux lumières Redshift. En forme de disque. Une intensité ici à 33 et une couleur un peu rouge. Une taille peut-être à 700. Je duplique la lumière. Je l'oriente à l'opposé. Donc je divise l'intensité et je change la couleur pour une lumière un peu plus bleutée. Voilà. Et je pense bien à décocher l'option visible dans mes deux lumières, puisque je ne veux pas les voir au rendu. Voilà. Donc je peux ensuite cacher ma box qui me sert d'objet référence. Je sélectionne mon TyFlow et je lui applique le matériel. Donc pour l'instant on va faire nos tests. On va passer tout simplement d'un matériel rouge à un matériel bleu. Donc là c'est juste pour faire un test. Donc pour l'instant vous voyez qu'on n'a pas d'information de mapping, hein. Si je fais un rendu en IPR, on a les deux matériaux qui sont mélangés sur chacune des shapes. Et pour passer de l'un à l'autre, on va devoir passer par un mapping operator. Donc j'ajoute ici mon mapping operator. Je vais l'appeler mapping 1, puisque vous verrez qu'on en aura plusieurs. Je le passe en continu. Et je viens lui définir une valeur absolue 0, ce qui correspond en fait à la première valeur du gradient. Donc je normalise les valeurs entre 0 et 100 pour être sûr que
ces valeurs soient comprises donc, entre une range de 0 et 100. Ici, le map channel est bien sur 1, et en interpolation, je peux passer par exemple à 0,4. Je peux dupliquer en instance ce mapping dans le troisième event. Et dans l'event du milieu, j'ajoute un mapping operator que je passe également en continu, que je passe à 100 ici. Et je normalise donc les valeurs ici, pareil, de 0 à 100. Et je pense bien à mettre une interpolation plus basse pour avoir une transition beaucoup plus douce. Et donc on peut voir que ça fonctionne puisque on a bien une transition de matériaux en fonction de la forme des particules. Maintenant ce qu'on peut faire c'est travailler nos matériaux pour avoir un résultat plus intéressant. Donc pour le premier shader, je vais partir sur un preset Platinum. Et pour le deuxième, un preset Custom avec dans la diffuse un fall-off. Pour la première couleur, je prends une valeur orange. Et pour la deuxième, du rose. Voilà. J'aimerais également que lorsque les particules se transforment en sphère, elles émettent de la lumière. Donc je peux passer par un fall-off que je plug ici dans l'émission. Avec comme première couleur du noir. Et comme deuxième couleur, un rose un peu plus clair. Et je vais venir ici rajouter des points sur la courbe pour durcir le contraste. Voilà. J'aimerais également que les particules soient transparentes. Donc je peux passer par un color correction. Et donc je vais modifier mon fall-off. Donc je commence par le désaturer, vous voyez. Et puis ici j'augmente la valeur du RGB pour avoir quelque chose de beaucoup plus contrasté. Et je peux venir le plugger ici dans la map transmission color. Donc voilà pour ce qui est de la couleur des particules en forme de sphère. Donc là, si je fais un test, je sauvegarde, je fais un rendu IPR. Donc on a quelque chose qui commence à être sympa ici. Le seul problème, c'est que toutes mes particules sont beaucoup trop brillantes. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est conserver cette réflexion et cette brillance seulement sur certaines particules. Et puis sur la plupart des autres particules, avoir un rendu un peu plus mat. Et donc pour ça, je vais venir utiliser la même méthode qu'avec le Material Blender, à savoir utiliser un gradient et le mapping de TypeFlow. Donc je vais venir ici dupliquer mon gradient, je vais venir ici le plugger dans ma Reflection Color, je le passe en solide, et je vais créer plusieurs valeurs. Donc, un premier gris, un gris un peu plus clair, une troisième valeur encore plus claire. Donc là, si je veux que la plupart de mes particules se situent dans cette valeur-là, je peux simplement étendre cette range. Et donc j'aurai une minorité de particules ici qui va se situer dans cette range-là et qui aura donc une réflexion beaucoup plus intense. Donc comment je fais ça à partir de TypeFlow? Eh bien, c'est très simple. Je vais venir ajouter un mapping operator que je vais appeler mapping reflection color. Je vais venir ici lui attribuer la map channel 2 et on va récupérer un custom float. Alors pour l'instant on n'en a pas. On va simplement passer par un script operator. Vous allez voir que c'est très simple. L'idée ici ça va être d'assigner des valeurs random à nos particules, donc de 0, entre 0 et 100. Donc il n'y a rien de plus simple dans le script operator. Donc on part tout simplement du script de base, on enlève toutes ces lignes. Voilà. Et on vient définir donc une valeur flottante. Donc ce qu'on peut faire c'est tf.setCustomFloat. Sinx, c'est l'index de la particule qu'on est en train de traiter dans la boucle. Parce que là, on est dans une boucle qui va itérer entre toutes les particules de l'event. On lui définit un nom. Donc mapping random 2. Pourquoi 2? Parce qu'on a utilisé ici le map channel 2.
Donc le nom, vous l'appelez comme vous voulez, mais personnellement, je trouve que c'est plus logique d'utiliser un nom qui soit raccord avec la map channel qu'on utilise. Et ici, on vient définir une valeur random pour la particule entre 0 et 100. On ferme bien les parenthèses et on finit par un point virgule. Et donc là, si on fait CTRL-E pour évaluer le script, ici normalement on peut venir donc récupérer notre valeur flottante. Voilà. Et donc dans notre gradient, on vient bien lui demander d'utiliser la map channel 2. Et donc là, ce qui se passe, c'est que chacune de nos particules a une valeur entre 0 et 100 qui va lui permettre de se situer sur ce gradient. Et donc si vous souhaitez par exemple avoir plus de particules brillantes, vous avez juste à étendre cette range-là. Donc après, c'est à vous de définir le look que vous souhaitez pour vos particules. Maintenant, si je ne suis pas satisfait de la répartition des valeurs sur mes particules, je peux définir un nouveau seed avec tf.setSeed. Alors ici, je suis obligé de convertir en integer, puisque je récupère la valeur que je vais appeler seed. Vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité de générer des valeurs, donc je vais l'appeler ici seed. Et donc là, je peux simplement définir un seed ici à l'extérieur, donc par exemple cette valeur-là. Ce que je peux faire, c'est également renommer ici mon mapping en mapping 2, comme ça je sais qu'il s'agit de la map channel 2. Et donc je peux venir éventuellement rajouter d'autres mappings pour contrôler d'autres aspects de mon shader. Donc, par exemple ici, j'aimerais randomiser la weight et la roughness. Donc je peux venir comme ça dupliquer donc mes gradients en changeant de map channel pour randomiser en fait mes valeurs. Et donc pour chaque nouvelle map channel, je vais devoir générer une nouvelle valeur. Donc là, j'ai juste à dupliquer la ligne de code, changer le nom de la custom float, 3, 4, et donc là, j'ai 3 valeurs qui sont générées entre 0 et 100 de manière random. Donc là, je renomme mon mapping operator. Je vais m'en servir donc pour la weight. Reflection weight. Voilà. Je lui demande donc d'utiliser la map channel 3. Et je le fais pour la roughness également. Alors évidemment, il ne faut pas oublier d'aller chercher la nouvelle custom float. Donc ici, la 3. Et ici, la 4. En utilisant la map channel 4. Donc là, je le renomme 4. Roughness. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'avoir évidemment des gradients qui sont différents. C'est pour ça qu'on a créé des valeurs différentes. Donc là, par exemple, pour le deuxième, je peux venir avoir des valeurs très claires sur une range beaucoup plus grande. Et ici, des valeurs plus foncées. Voilà. Sur une range un peu plus petite, donc l'inverse en fait de ce gradient là. Et pour le dernier gradient, je vais tout simplement faire quelque chose de beaucoup plus clair en 3 points et la dernière partie un peu plus foncée. Voilà. Donc vous noterez également que j'ai eu pas mal de crash ici pendant l'enregistrement de mon tuto. Donc je vous conseille d'éteindre TypeFlow quand vous faites des manipulations comme ça. Maintenant, si je réactive mon TypeFlow, je lance un rendu en IPR. Donc cette particule-là, par exemple, elle est brillante. Mais si je viens maintenant changer le seed, je le passe à 15 par exemple, je relance le rendu, on voit qu'on a une répartition des valeurs qui est différente en fonction du seed. Ensuite, l'intérêt avec Redshift, c'est que vous pouvez évidemment vous amuser avec les différents outils de post-prod. Donc, par exemple, rajouter du bloom. Vous
modifier l'exposition, et pourquoi pas rajouter donc des luttes pour avoir des looks comme ça différents. Je vous invite à tester. Et ce que vous pouvez faire avant d'exporter en taille cache ou de faire votre rendu final, c'est d'augmenter les valeurs de substeps du physics. Donc ici, moi, pour le rendu final, je l'avais monté à 36. Donc vous n'êtes pas obligé. C'était vraiment pour éviter les interpénétrations. Vous pouvez aussi passer en 1/2 frame. Voilà. Donc, ça va augmenter les temps de calcul, mais vous aurez un résultat un peu plus propre. Et enfin, dernière astuce, vous pouvez ici, dans le Shape Operator, vous amuser à rajouter du Random Offset pour décaler l'animation de certaines particules. Et ensuite, évidemment, je vous invite à exporter en taille cache. C'est plus simple pour le rendu que de rendre directement le TypeFlow. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre et à bientôt.